Donc, bienvenue tout le monde à cet autre cours DNF 5111. Aujourd'hui, on a deux éléments à voir. Un qui est du côté de la programmation, un autre qui est du côté des bases de données, du côté de la conception. On va commencer du côté de la programmation avec la création et l'utilisation de fonctions dans nos différents programmes. Donc, premièrement, on va établir à quoi ça sert d'avoir des fonctions puis d'être capable de les utiliser. Donc, jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a voulu créer un programme ou créer un algorithme quelconque qu'on voulait rouler dans nos environnements de programmation, dans nos environnements de Python, là, en utilisant Google Colab, en écrivant nos différentes recettes d'instructions, la prémisse, c'est qu'on avait un set d'informations de départ, on appliquait des transformations, puis là, on était capable d'avoir des résultats. On a vu dans les dernières semaines qu'on était capable de contrôler le flux de ces instructions-là, okay, particulièrement pour ajouter des conditions, avec les conditionnels avec le if, puis avec des boucles avec le for et le while qui nous permettaient d'agrandir les genres de problèmes qu'on pouvait attaquer. La dernière chose qui nous manque pour être capable d'être vraiment versatile dans les différents problèmes qu'on va vouloir régler, ça va être la réutilisation d'un bloc de code, comme une book for, mais à la place d'être une répétition continue, ça va être un bloc de code qui va être mis de côté, puis qui va pouvoir être réinvoqué, réappelé à des moments opportuns. Donc, c'est ça, en fait, une fonction en programmation. Une fonction en programmation, c'est un bloc d'instruction, un bloc de code que j'ai écrit d'avance, puis que je peux invoquer à des moments opportuns. Ou c'est que je fais un appel à la fonction à des moments opportuns. Donc, l'utilisation de fonctions, c'est quelque chose qu'on a vu déjà, parce qu'on a utilisé un paquet de fonctions, un paquet de méthodes que d'autres librairies qui étaient fournies avec Python. Donc, la prémisse d'être capable d'invoquer une fonction, c'est quelque chose que je prends pour acquis, que vous avez acquis. Là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'être capable de concevoir nos propres fonctions, puis d'être capable de savoir c'est quoi les options qui viennent avec ces conceptions-là. Donc, la prémisse de la conception d'une fonction, là, pour penser à qu'est-ce qu'on peut faire, là, c'est qu'on va avoir comme une boîte noire d'instructions. Puis, dans cette boîte noire d'instructions-là, il va y avoir des flèches qui rentrent, donc des informations qui rentrent dans la fonction. Puis, il va y avoir une flèche sortante, okay, qui peut ressortir avec une nouvelle information. Parce que quand on avait parlé des fonctions, il y avait deux types de fonctions. Il y avait les fonctions qui retournaient une valeur. Donc, si, admettons, j'ai une fonction qui calcule le cosinus d'un angle, bien, je marque math.cos, puis là, je mets quelque chose. Puis là, l'appel de la fonction lui-même devient le résultat. Fait que ça devient le retour qu'on appelle de la fonction. Ou sinon, on a des fonctions qui sont seulement procédurales, donc qui n'auront pas de retour, qui n'auront pas un effet, une réponse précise. On a comme exemple le print, qui a une fonction précise. Ça fait afficher des choses dans la console, mais ça ne me retourne pas une réponse que je peux utiliser, que je peux sauvegarder dans une variable, que je peux réutiliser par la suite. Fait que, on a ce premier principe-là de fonction qui retourne une réponse ou pas. Puis après ça aussi, ce qu'on a vu quand on utilisait nous autres mêmes les fonctions, c'est que les fonctions peuvent avoir des paramètres d'entrée. La fonction peut dire, bien, pour que tu m'utilises, il faut que tu me donnes telle information pour que je sois capable de faire le calcul, pour que je sois capable de faire l'opération que tu me demandes. Fait qu'on a le concept de paramètres, okay, qu'il va falloir dealer quand on va définir nos fonctions. Puis, il va aussi avoir le concept de retour d'informations qui va devoir être géré quand nous-mêmes, on va vouloir définir puis utiliser une fonction. Fait que, on va aller voir comment est-ce que ça fonctionne, faire des fonctions.
comment fonctionnent les fonctions. Hein? Je me permets un double pun comme ça par session. C'est celle-là. Donc, on va se partir un petit nouveau notebook. Puis, on va aller voir un peu la version de base de c'est quoi une fonction pour être capable de comme, accrocher, extrapoler à partir de là, puis être capable de commencer à travailler avec. Fait que la première chose, quand on veut avoir une fonction, ça va être de définir la dite fonction. Il faut décrire quelque part de quoi va parler la fonction, c'est quoi les instructions de cette fonction-là. Fait que pour être capable de définir une fonction, ben, on va utiliser un mot-clé qui va être le mot-clé def pour définir une fonction. Ensuite, on va avoir un identificateur qui va être le nom de la fonction. Donc, comment est-ce que moi je vais faire pour l'appeler par la suite? Fait que, on va ici utiliser un nom qui est très de base. OK? Donc, c'est moi qui décide c'est quoi le nom de l'identificateur. Ça suit les mêmes règles des identificateurs qui étaient les variables, fait que des lettres minuscules, des lettres majuscules, des chiffres, des underscores. Ici, on voit que j'utilise le camel case encore une fois, là, donc on utilise la capitalisation pour faire semblant qu'on change de mot. Fait qu'on a le def, on a le nom de l'identificateur, puis après ça, on va avoir des parenthèses, on va voir qu'on peut faire des choses avec ça. Puis, une fois qu'on a ça, il va falloir, donc là, c'est je veux définir la fonction. Fait que pour définir la fonction, il va falloir que j'écrive un bloc de code. Hein, de la même manière que quand on avait une conditionnelle, dans la conditionnelle, si la conditionnelle t'est répondue, j'avais un bloc de code. De la même manière que quand j'avais une boucle, hein, si j'avais quelque chose, j'avais un bloc de code. Fait que quand j'ai eu un bloc de code, c'est quoi que j'ai besoin? J'ai besoin d'un 2 points. Puis après ça, sur la ligne subséquente, il va y avoir une indentation pour délimiter qu'est-ce qui fait partie de ce bloc de code-là. Fait que je vais avoir à l'intérieur de ça des instructions quelconques. La fonction s'amuse. Donc, on a ici deux instructions, hein, puis encore une fois, tant que je suis avec le niveau d'indentation, ça va faire partie de ce bloc de code-là. Puis évidemment, dans des instructions, on peut avoir d'autres instructions qui vont ajouter de l'indentation. Fait que je pourrais avoir des if ici qui auraient un niveau d'indentation additionnel, puis ça s'accumulerait tant que ça serait à l'intérieur, tout serait beau. Fait que si je roule le tout, donc, là, la première fois que je le roule, ça prend du temps parce que je suis en train de louer un ordinateur quelque part chez Google. On laisse le temps passer. On voit que ça a marché, mais il ne s'est rien passé. Donc là, ici, il faut faire attention, quand on définit une fonction, hein, c'est comme décrire une recette. Fait que si je demande à ma mère, « Hey, peux-tu me donner ta recette de lasagne de ma jeunesse? » Puis qu'elle ne fait pas de problème, puis là, elle me donne un bout de papier, j'arrête pas d'avoir faim à ce moment-là. Hein? J'ai juste la recette pour faire la chose que je veux faire ultimement. Donc, un élément qu'il faut faire attention, c'est que quand on définit des fonctions, ça n'a pas d'impact sur l'exécution. Ça fait juste mettre en mémoire quelque chose que je peux réutiliser par la suite. Fait qu'une fois que j'ai défini la fonction, ce que j'ai besoin de faire, puis là, puisque je l'ai fait dans un bloc de code, c'est comme dans l'environnement global, je peux, à partir de là, utiliser le nom de la fonction pour être capable de faire un appel de la dite fonction. Donc, quand je fais un appel à une fonction, il faudrait que je sois capable de marquer fonction correctement. Mais si je réussis à faire un appel de la dite fonction, hein, j'exécute ça. Puis, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir exécuter la fonction. Puis, après ça, ça va retourner où c'est que c'était. Fait qu'un élément intéressant, c'est qu'avec une fonction, je suis capable de l'invoquer quand je veux. Puis, je suis capable de l'invoquer à répétition. Fait que qu'est-ce qui va se passer, en fait, c'est que quand lui, il va voir l'appel d'une fonction, il va comme prendre une pause de où c'est qui est,
OK, il va se rappeler où c'est qu'il était rendu. Il va aller faire toutes les instructions de la fonction. Puis après ça, il va revenir, puis il va continuer les instructions de où il était rendu. Fait qu'on peut voir qu'on a un premier appel de la fonction. On a l'affichage qui était entre les deux appels. Puis après ça, on a un deuxième affichage de la fonction. Donc, quand on fait des appels de fonction, ça va comme sauter dans le bloc de code que j'ai décrit pour être capable de l'exécuter puis de revenir en arrière. Bien, de revenir où c'est que j'ai fait l'appel. Fait que ça, c'est bon. On n'est pas pire avec ça. Donc, en ce moment, on a juste fait des prints pour voir le principe de la chose. Mais en fait, dans des fonctions, habituellement, le but de la fonction, ça va être de faire un calcul quelconque ou de faire une transformation quelconque. Hein? Exactement. Là. Donc, on va voir que notre utilisation d'affichage ou de saisie, là, c'est habituellement pas très adapté à l'utilisation de fonctions. Là. Donc, on va voir que là, j'ai mis des prints, là, mais c'est purement académique pour voir, parce qu'on n'a pas encore assez d'outils pour comme, essayer de faire des choses intéressantes. Fait qu'on a la prémisse de je définis une fonction. J'ai ensuite l'utilisation, l'appel d'une fonction que je peux faire une fois que je l'ai déclarée, une fois que je l'ai définie. Ça va bien? Donc, on a deux choses à voir avec les fonctions. On va avoir le principe de paramètre d'entrée, puis on va avoir le principe de retour. Donc, on a premièrement le principe de paramètre d'entrée. Donc, des paramètres d'entrée, on avait vu qu'on avait comme différentes variantes de paramètres d'entrée. On avait vu des paramètres nommés, des choses comme ça. Nous, on va rester comme à la base de la création de fonctions, là, où on va juste utiliser ce qu'on appelle les paramètres ordonnés. Donc, juste une liste de paramètres qui sont requis pour être capable d'exécuter une dite fonction. Donc, le principe de paramètre d'entrée, c'est des informations qui sont variables à la problématique, mais qui sont primordiales à la problématique que je veux résoudre. OK? Fait que si tu me dis j'ai une fonction qui veut calculer mes taxes, ben je vais vouloir savoir c'est quoi le montant taxable, puis c'est quoi le taux de taxation. Hein? Donc, ce serait comme les deux informations primordiales, ça me donnerait deux paramètres d'entrée. Il faut faire une distinction parce que quand on est à l'intérieur du bloc d'instruction, on peut déclarer d'autres variables. Hein? Des variables intermédiaires, pour être capable de calculer des choses, pour être capable de stocker des affaires. Ça ne doit pas nécessairement aller dans les paramètres d'entrée. Là. Hein? Les paramètres d'entrée, c'est juste l'information primordiale que j'ai besoin d'avoir pour répondre à la question. À partir de là, si moi, il faut que je fasse d'autres calculs, d'autres déclarations de variables, c'est pas grave. Hein? Mais c'est les informations primordiales. Fait que comment est-ce qu'on décrit des fonctions avec des paramètres d'entrée? Donc, on se fait une deuxième définition de fonction. Donc, pour rajouter des paramètres d'entrée à l'appel d'une fonction, on doit, à l'intérieur des parenthèses, durant la définition, rajouter des noms de paramètres d'entrée. Donc, la prémisse ici, c'est que je ne sais pas ça va être quoi la valeur précise que je vais avoir. Fait que moi, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une espèce de variable temporaire dans lequel la valeur que je vais donner durant l'appel va être envoyée dans cette variable temporaire-là qui est le paramètre d'entrée. On met ça en action pour voir ce que ça donne. Fait qu'ici, encore une fois, de manière complètement académique, okay, dénudé de contexte, c'est pour ça que j'utilise A et B. Donc, j'ai rajouté ici deux paramètres d'entrée, puis ici, j'aurais pu appeler ça banane et patate. Là. J'ai utilisé juste des une lettre, juste par simplicité. Donc, j'ai deux paramètres d'entrée, donc deux identificateurs. Si j'en veux plusieurs, je les sépare, je les délimite par une virgule, comme durant l'appel. Fait que je suis capable de faire la définition de la fonction. Quand je rentre dans le bloc de code, bien là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir utiliser A et B
comme si je les avais déclarés, puis comme s'il y avait de l'information à l'intérieur. Parce que la prémisse, c'est que quand je vais appeler la fonction, quand je vais utiliser la fonction, je vais devoir fournir des valeurs pour ces deux paramètres d'entrée-là. Donc ici, je peux faire des choses comme print de A fois B. Okay, donc j'utilise les paramètres d'entrée comme si c'était des variables que j'ai déjà déclarées puis qu'il y a déjà de l'information à l'intérieur. Fait que là, je vais réexécuter ce bloc de code-là qui contient mes différentes définitions de fonctions. Donc, encore une fois, quand j'exécute ce bloc-là avec les différentes définitions de fonctions, il n'y a rien qui se passe en tant que tel parce que je fais juste rafraîchir ma liste de recettes. Mais après ça, je peux ouvrir un autre bloc de code puis faire un appel à ma fonction. Puis là, si je fais juste un appel direct à la fonction, on va voir une gentille erreur qui va me dire « Hey, cette fonction-là, là, tu m'as dit qu'elle avait deux paramètres, donc c'est des arguments, des arguments en anglais. Là. Donc, deux arguments positionnels. Il me manque A et B en ce moment. Là. Je ne suis pas capable de fonctionner sans ça. Fait que là, c'est à moi de lui fournir deux informations. Et quand on nous fournit ces deux informations-là, on a les valeurs 4 et 7. Qu'est-ce qui se passe avec? Ils sont envoyés dans ce paramètre d'entrée-là. Donc, le 4 est dans le A, le 7 est dans le B. Puis, je peux les utiliser durant l'exécution de la fonction. On va aller voir tantôt qu'il y a des règles qui viennent avec, comme quand est-ce que tu as le droit d'utiliser les différentes variables. OK? Est-ce que c'était ça par rapport à ta question? Non, ma question, allons-y. On mettait les paramètres sans mettre le type. Ici, on fait un appel avec C et D. C'est quoi le type de là? Est-ce que lui s'attend forcément à une valeur numérique? Bien, il s'attend, il ne sait pas. Il va faire du mieux qu'il peut. Hein? Donc, ici, si, admettons, j'y envoie un élément qui n'est pas une valeur numérique, bien, je peux voir ici qu'il y a comme 4 fois le texte CD. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis capable de multiplier ça. Fait qu'il le fait. Non. C'est la force et la faiblesse d'un langage interprété faiblement typé. Vous savez que les valeurs, ça peut être n'importe quel type. Est-ce qu'on aurait pu forcer ça dans les paramètres? Non, on ne peut pas. Tu peux, après ça, à l'intérieur de la fonction, comme faire des validations de type. C'est possible, mais le langage n'est pas du tout fait pour ça. Si tu as besoin de ce genre de mécanisme de sécurité, habituellement, tu ne vas pas utiliser ce langage. Fait que ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Fait qu'on a une liste de paramètres positionnels qu'on peut rajouter. Hein? Puis là, c'est moi qui décide il y a combien de paramètres, et ainsi de suite, puis combien j'ai besoin d'informations initialement. Fait que ça, c'était comme notre première variation possible qu'on a avec les fonctions. La deuxième variation, ça va être le retour. Parce que là, ici, j'ai fait un print de qu'est-ce qui était comme la réponse de la multiplication. Là. Mais si j'essaye de mettre ça dans une variable, puis après ça, d'afficher ce résultat-là, donc on remet une valeur numérique, là, juste pour qu'on soit gentil. On peut voir ici qu'il n'y a pas chialé, parce que Python, des fois, il ne chiale pas quand il faudrait. Mais la prémisse, c'est que ça ici ne retournait rien. Donc, qu'est-ce qui a été sauvegardé dans Z? C'est le manque de valeur. Okay? De la même manière qu'on avait des éléments possiblement nuls dans une base de données,
on a le manque d'une valeur qui est représenté en Python par la valeur none. Mais pourquoi ça retourne à rien? Parce qu'on l'a défini, la fonction. On a dit Z, c'est le résultat Z, c'est le résultat de quoi? de la fonction qu'on a définie là, A fois BT, 4 fois 7. Ah, mais fais attention, parce qu'ici, on a dit dans l'instruction, affiche à l'écran 4 fois 7. Hein? On n'y a pas dit ma réponse, hein, parce qu'il peut juste en avoir une. Hein, parce que ici, après ça, ça serait quoi la réponse de celle-là? Puis là, si j'ai plein d'autres instructions, ça fait qu'on voit la problématique. Excellente observation. Fait que comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette problématique-là? Comment je fais pour expliciter qu'est-ce qui est supposé être mon retour dans une fonction? Bien, on a une nouvelle instruction qui existe juste pour ça. Donc, à l'intérieur d'une fonction, je peux utiliser l'instruction return qui me permet de dire, OK, bien, quand tu vois ça, là, c'est ça la réponse. Fait qu'on est capable de faire n'importe quoi qu'on veut autour. Puis quand on est prêt à retourner notre information, quand on est prêt à donner la réponse, on utilise le return. Donc ici, si on reprend notre petit exemple, ben, on peut avoir un return de A fois B. Donc le mot-clé return, c'est un mot-clé spécial qui existe pour indiquer que j'ai trouvé la réponse à ma fonction. Fait que là, si je change, je reprends le même principe, mais que je fais cette fois-là celle-là ici. On va monter ça pour qu'on aille ça à côté de l'autre. Donc, on rafraîchit nos différentes définitions de fonctions. On exécute celle-là ici. Puis là aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable d'arriver un peu à notre forme canonique finale de nos fonctions, où la fonction n'a pas de saisie, n'a pas de retour non plus. Le but de la fonction, c'est vraiment juste de faire les calculs. Là, le calcul est un peu bête, un peu simpliste, là. Mais on pourrait avoir un paquet d'autres éléments. Tiens, mettons, je veux dire, je veux m'assurer qu'il n'y a aucune des valeurs qui soit négative, sinon je veux que le retour il soit 0. Hein? Fait que là, je peux comme dire, si A, je marque quoi? Plus petit que 0. Ouais, ça sonne bien, ça. Je suis pas capable d'écrire. Pourquoi je suis pas capable d'écrire? Parce que mon clavier n'est pas dans le monde. Ou B, plus petit que 0. OK. Ou B, plus petit que 0. On met OR, hein? Puis ici, là, j'ai été méchant, hein, plus petit, le symbole marche quand même. Canon ouvert. Et voilà. Puis là, ici, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que dans une fonction, il peut y avoir plusieurs instructions de return. Applique la valeur absolue. En fait, là, je fais comme, si c'est ça, là, fais juste retourner 0, là, il y a quelque chose qui a cassé, ou tu sais, whatever. Fait qu'il peut y avoir plusieurs returns à l'intérieur d'une fonction. Puis qu'est-ce qui est intéressant avec le return, c'est que dès qu'on en rencontre un, la fonction se termine immédiatement. Le return, c'est de dire, j'ai trouvé la réponse, c'est ça. Fait qu'il n'y a plus besoin de rien faire. Parce que le but de la fonction, c'est de trouver la réponse. Fait qu'une fois que tu dis, voici la réponse, c'est comme, bon, je m'en vais. Tantôt, tu as dit qu'il n'y avait pas d'input là-dedans. Est-ce qu'on peut, avant ça,
faire des inputs puis dire fais la multiplication de, je sais pas, de valeur A, valeur B qui ont été définies plus tôt. Exact. Donc, si on veut avoir de... L'interaction. Exactement. Ça va se faire à l'extérieur de la fonction. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Fait que ça serait dans notre bloc ici. Là, on pourrait faire deux différentes saisies. Mettons 1 est égal à input de première valeur. Puis, à partir de là, on a déjà vu que quand on fait l'appel d'une fonction, ce qu'on envoie, en fait, c'est une expression qui va être évaluée. Fait que moi, je peux lui dire « prends la valeur de cette variable-là ». Puis là, je peux tester le tout. Je rafraîchis ma fonction. J'exécute. Ça me donne le input. Je décide de mettre -5. Puis j'ai tout cassé. C'est un test. Il fallait mettre la conversion de type. Parce que moi, je fais jamais d'erreur. Parce qu'on a dit que Et voilà. Là, pourquoi on ne mettait pas l'input si je pense à une mise en situation où on veut créer une fonction pour pouvoir saisir les différentes notes des étudiants et que je veux le utiliser. Bien, la prémisse, c'est que c'est une espèce de warning là, que vous ne devriez pas avoir d'input. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais juste avec ton exemple, là, j'aimerais ça aller saisir la note de chacun de mes étudiants. Je ne vais jamais faire ça, moi, là. Parce que je suis un informaticien, là, okay? Puis les notes sont écrites quelque part. Là. Moi, je vais importer un fichier. Puis le fichier, ça va me donner, tu sais, mettons un fichier Excel. On va mettre ça dans un data frame. Ça va être un data frame qui va être une variable qui va être le paramètre d'entrée. Puis là, je ne veux pas avoir à ouvrir le data frame d'un bord puis devoir à taper moi-même chacune des valeurs, tu sais. Fait que la prémisse, c'est que la version initiale de la fonction, c'est toujours une version avec seulement les calculs, avec seulement les entrées, seulement le retour. Après ça, c'est comme je veux avoir différentes variations d'où viennent ces différentes informations-là. On peut très bien le faire dans une autre fonction. Puis cette autre fonction-là, on va l'appeler 1. Là, on va faire ça rapide. Puis on va dire 2. Là, tu peux être fancy. Parce que là, une fois que tu as des fonctions, tu peux utiliser des fonctions dans des fonctions. Donc, là, ici, ce que j'ai défini, c'est une fonction initiale qui est la version purement calcul. Puis là, je me suis fait une variation qui l'utilise, qui va faire des saisies, puis qui va faire un affichage direct. Plus... Raccourci, dans le fond, quelque chose va revenir Et voilà, souvent. et voilà. OK, puis, oups, j'ai cliqué là-dessus, mais c'est pas ça que je voulais. Je vais juste revenir ici, puis juste faire un appel de... Là, quand je roule ça, lui, il me demande les deux, puis il m'affiche directement le résultat. Oui. Est-ce qu'on peut importer ou appeler une fonction qu'on a écrite dans un autre projet? Non. Entre les notebooks, okay, il n'y a pas de partage facile. Quand tu veux commencer à être capable de faire ce genre de manipulation-là, il faut que tu retournes à l'ancien mode de purement programmation avec des fichiers et des scripts Python qui te permettent d'importer d'autres scripts à l'intérieur. Mais dans l'environnement des notebooks, c'est pas quelque chose qui est supporté. On va juste faire un copier-coller. Exact. Puis la prémisse, c'est que, tu sais, le niveau de fonction que nous, on fait en tant que futurs scientifiques de la donnée,
ça va être des fonctions qui vont être habituellement applicables juste aux problèmes donnés. OK? Donc, à partir de là, il existe aussi tout un écosystème de la programmation Python plus généralisée. Tu sais, quand tu y penses, comment est-ce que, quand on importe une librairie, là, qu'est-ce qui se passe? Bien, on importe des fonctions que d'autres mondes ont faites. Là, fait que quelque part, c'est faisable de faire une librairie, mais ça sort du scope de nous, qu'est-ce qu'on veut faire, puis de la complexité qu'on veut attaquer, mettons. Mettons, c'est souvent, faut que tu calcules les taxes de plusieurs systèmes dans plusieurs provinces, pas tout le temps que tu la recopies. Effectivement, mais ou sinon, la prémisse, c'est que tu vas toujours avoir le même notebook. Là, fait que... On n'est pas capable de créer nous-mêmes nos propres modules. Ben oui, mais c'est pas dans le contenu du cours. C'est évident qu'on peut. Là. Il y a des gens qui le font, puis on les importe. Là, fait que ça se fait. Mais il y a beaucoup de petits gotchas qui viennent avec ça. C'est pour ça que nous autres, on ne check pas ça. Les environnements de pur Python. Ouais. Quand vous avez fait plein de Canva, le 0, il vient de où? Ici, c'est parce que une des deux valeurs que j'ai rentrées, c'était le -4. Oui, mais c'est pas associé à A ou B. C'est ça que... Ouais. Fait que ici, la prémisse, c'est que j'ai fait 2 saisies, que j'ai mis ça dans 2 variables 1 et 2. J'appelle ma fonction avec ce qui va être ce que j'ai mis dans valeur 1, puis ce que j'ai mis dans valeur 2. Puis ça, ces 2 informations-là vont être envoyées à la fonction dans l'ordre des paramètres. Donc, j'ai fait exprès justement de ne pas utiliser les mêmes variables là, pour qu'on comprenne bien que l'information qui est ici en premier va être envoyée dans le premier paramètre. Donc, qu'est-ce qui était dans 1 à ce moment-là est envoyé dans le paramètre d'entrée, la variable A, durant l'exécution de la fonction. Mais qu'est-ce qui relie les deux définitions? Seulement la position du paramètre. OK, mais c'est parce que je sais pas, là, mais je comprends pas. On a fait la première, puis ils n'ont pas le même nom les deux. Il y a la seule chose qui les associe, c'est vraiment qu'il y a 2 variables. Bien, c'est que moi, je réutilise le nom de la fonction. Là, je la oui, réutilise. J'avais pas spécial. Tout est beau. Il y a mis 2 définitions, une dans l'autre. Une après Bien, l'autre. c'est pas 2 définitions l'une dans l'autre. J'ai fait une première définition d'une fonction. Puis là, j'ai défini une deuxième fonction, puis j'ai appelé la première. Exactement. Puis, ce principe-là là, d'encapsulation en ajoutant des éléments par-dessus, c'est pas mal comme ça qu'on a créé l'ère informatique moderne. OK? Puis, on va revenir à ça dans un instant, là, quand on va jaser de limitation par rapport aux fonctions. Mais avant de faire ça, je vais juste donner quelques exemples pour se donner un petit tour, hein, reprendre qu'est-ce qu'on a vu, là, si vous arrivez juste sur le site, là, puis que vous n'avez pas ce qu'on vient de faire. Hein, la prémisse, on a une définition, on a une problématique quelconque, on veut trouver l'aire d'un triangle. Pour trouver l'aire d'un triangle, ça prend la base et la hauteur. Puis, spoiler alert, là, c'est base fois hauteur divisé en 2 là, pour trouver l'aire. Fait qu'on veut trouver le résultat de ça. Fait qu'à l'intérieur de la définition de fonction, on a un retour. Puis le retour, ben, c'est le calcul que je voulais faire. J'aurais pu avoir des variables intermédiaires, j'aurais pu avoir plus de calculs. Okay? Tant que j'ai un retour qui me donne le résultat escompté, on est bon. À partir de là, je peux faire l'utilisation de la fonction. Hein? Puis puisque c'est une fonction qui a un retour, l'appel de la fonction va se transformer en la valeur de retour. Donc, dans ce cas-là, ça va se transformer en l'aire résultante de mon appel. Fait que ça va faire 3 fois 4 divisé en 2, ça donne 6. Puis, ça va être assigné dans la variable. Puis, à partir de là, à l'intérieur, ben, je peux ensuite utiliser cette variable-là comme n'importe quoi d'autre. Si on a, est-ce que c'est plus grand que 10? On est bien content. On peut put. Oui? Tu sais, quand on faisait l'assignation d'une variable, il s'écrasait. Est-ce qu'il y a Exact. rien conservé là, quand on assigne, on fait appel à une définition, on rentre 2 variables, on le fait plusieurs fois, il n'y a rien qui écrase l'autre? Il y a effectivement des règles spéciales
par rapport aux paramètres d'entrée puis à l'utilisation de variables à l'intérieur de fonctions? C'est une excellente question. Je la garde en suspens pendant les 3 prochaines minutes, tellement elle est pertinente, ça s'en vient des notes. Mais c'est des bonnes questions à poser, là. Question? Oui. On a vu tantôt l'appel d'une fonction dans une autre. Oui. Est-ce qu'en Python, il y a une importance dans la préséance des définitions de fonctions? Dans le sens s'il y a 2 fonctions de même nom, genre? Ou... Non. Si une fonction appelle une autre, est-ce que la fonction appelée doit être déclarée avant la personne appelante, la fonction appelante? Il me semble que non. Je ne suis pas 100 milliards de pourcents certain. Fait que quoi de mieux que d'un test pratique live? Puis là, juste pour être certain, on va restarter tout. Fait qu'ici, on a l'exemple où il y en a un qui est après l'autre. Tout est beau. Ici, la prémisse, c'est que Python étant un langage interprété, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste prendre en note c'est quoi le nom de la fonction. Puis, il va juste commencer à la faire quand tu vas l'appeler. Fait que tant que rendu à l'appel, tout est setupé correctement, t'es correct. Ce qui n'est pas le cas de d'autres langages. Non, tu ne le sauras pas. Puis, on commence à tomber dans les problèmes du Python, où c'est que le Python étant un langage très fast and loose avec ses erreurs parfois, c'est un bon langage de prototypage, parce qu'on a vu avec les data frames qu'on peut faire des choses assez complexes avec très peu de lignes de code. Là. Puis quand tu commences à être très confiant des différentes fonctions, tu peux commencer à faire des choses très, très, très vite. Mais si tu as besoin de quelque chose de longue durée, longue haleine, qui est robuste, okay, puis qui peut prendre des claques sans tomber à terre, là, c'est pas le bon langage pour ça. Okay? Donc, si tu veux comme une infrastructure d'entreprise, si tu me dis que ton infrastructure d'entreprise roule sur le Python, puis tu veux m'engager comme consultant, il va falloir que tu me payes très cher parce que, OK, je ne fais pas de calvitie, puis ça ne me tente pas de commencer. Donc, c'est un langage qui a très peu de mécanismes de défense pour arrêter la seule source de vraies erreurs qui est les personnes qui codent le code. Parfait. Donc, autre exemple, okay, où c'est comme, mettons, on veut trouver si un nombre est impair, un classique. Donc, on se souvient de l'opérateur modulo, qui me permet de trouver le restant d'une division, avec le 2, qui me permet de trouver si c'est un nombre impair ou impair. Fait qu'ici, mettons, je pourrais dire, bien, OK. Puis là, il faut faire attention aussi, quand on veut répondre à une question, il faut se demander, ça va être quoi que je vais avoir dans ma fonction. Fait que si j'ai une fonction qui me demande est-ce qu'un nombre est impair, premièrement, il faut que je me demande est-ce qu'il y a une réponse? Oui, là, si je te demande est-ce que 5 c'est impair, dans ta tête, tu es capable de me répondre oui. Si je te demande est-ce que 128 c'est impair, tu es capable de me répondre non. Fait que là, la deuxième sous-question qui va avec ça, il y a une réponse, c'est quoi les genres de réponses? Parce que là, je demande est-ce qu'il est impair? Fait que là, la réponse, ce ne serait pas le texte impair, ce ne serait pas le texte pair. Je te demande s'il est impair. C'est quoi les deux réponses possibles? C'est oui ou non. Puis, en informatique, oui ou non, là, on a un type spécialement fait pour être capable de dealer avec ça, qui est le type booléen. Fait que ce genre de question-là, ben, ça devrait être une réponse qui est true ou false. Fait que là, si on regarde, on est capable d'utiliser une conditionnelle pour être capable de tester le résultat. Donc, si le modulo 2 est égal à 1, ça veut dire que c'est impair. Donc, je retourne true. Sinon, le retour est false parce que le modulo 2 n'était pas égal à 1, il était égal à 0. C'est la seule autre option. Puis, ça vient avec. Ici, en passant, des fois, on n'en jase pas tant que ça, là, mais il y a des principes aussi d'efficacité là, que si tu décides de faire beaucoup de programmation,
tu vois comme des patterns qui te permettent de prendre des petits raccourcis, là. Hein, si on pense à notre problématique, puis si on regarde c'est quoi que ça nous donne, Ça veut dire true ou false. ça donne déjà le true ou false qu'on veut. Hein? Fait que ici, on a une version simplifiée où c'est que, on retourne directement juste le résultat de cette opération-là qui donne déjà le true ou false que je recherche. Je me demandais pourquoi tu faisais ça aussi. Parce que si je vous l'avais demandé de l'écrire, c'est ça que vous auriez écrit. Non, moi j'aurais écrit tout de suite la version Lichess. Statistiquement parlant, t'es pas comme tes compatriotes. All right. Fait que on a la fonction, on a une utilisation de la fonction, ça va bien avec ça. Parfait, avant de continuer, on va prendre une première petite pause. Fait que on revient, admettons qu'on le donne le plus de chance à ma voix possible, on revient à 7 heures pour être capable de regarder la fin de nos fonctions, puis ensuite les conversions de diagrammes de classe. Donc, on est de retour. On est en train de regarder le principe de fonction. Donc, on vient de voir comment construire des fonctions avec des paramètres d'entrée, comment construire des fonctions avec des retours et comment utiliser les dites fonctions pour être capable d'invoquer ce qu'on a défini préalablement. Vous allez voir aussi, quand on trouve de la documentation de dites fonctions, c'est un peu comme des choses qu'on a déjà vues, quand on regardait les différentes méthodes dans Pandas, comment est-ce que c'était présenté. Là, maintenant que nous, on va faire nos fonctions, ça serait à nous de documenter ces différentes fonctions-là. Donc, habituellement, ça se fait, puis c'est généré de manière automatique avec des commentaires directement au début de la fonction. Donc, c'est ce qu'on appelle un documentation string, ou un doc string, quand on est amis. Donc, la prémisse, c'est qu'avant les instructions, tu te fais un bloc d'une chaîne de caractères sur plusieurs lignes, avec les triples guillemets. Puis, à l'intérieur, tu as une manière comme préétablie pour être capable de décrire c'est quoi la fonction, ça va être quoi ses différents paramètres d'entrée, ses arguments en anglais, puis ça va être quoi son retour, s'il y en a un. Puis, le cas échéant, il y a d'autres éléments, tu peux mettre des exemples, tu peux mettre des avertissements, tu peux mettre plein de petites affaires qui viennent avec. Fait que la prémisse ici, c'est on a une description, on a une liste des différents paramètres, tu sais qu'on dit qu'est-ce qu'on s'attend comme type. Il n'y a pas de validation, là, comme on a dit tantôt, là, c'est juste je m'attends à ça pour que ça ne casse pas. Après ça, on a des descriptions de chacun des arguments. On a les retours. C'est supposé être quoi le type de retour, puis ça devrait être quoi qui va sortir de là. Puis après ça, on a habituellement un exemple de la dite fonction. C'est qu'on utilise les doubles chevrons pour être capable de indiquer quelque chose que tu peux écrire comme instruction. Puis après ça, la ligne d'en dessous, c'est qu'il n'y a pas de chevron, c'est le résultat de cette instruction-là. Fait que quand on appelle ça, ça donnerait cette valeur-là, mettons. Puis après ça, on peut mettre les instructions normales. Fait que ça, vous allez voir ça si vous voyez du code de d'autres mondes, là. OK? Des fois, ça va être directement dans la documentation. En fait, si on s'en va là, puis je m'en vais à des places quelconques, là. Si je m'en vais là, mettons, je m'en vais là. Fait que si je m'en vais voir le fichier source, OK? Fait que ça, c'est la librairie réelle là, qui gère la chose. On peut aller voir au début,
OK, des différents éléments. On peut voir qu'il y a d'autres affaires que nous, on ne connaît pas. Là, c'est correct, là, on ne sait pas toutes les minuties du langage, mais on a une définition de fonction. Puis après ça, qu'est-ce qu'on a? On a une représentation du docstring, là, dépendamment de qu'est-ce que tu as besoin de représenter, qu'est-ce que tu as besoin de faire. On peut voir ici le même principe, où c'est qu'on a blablabla, on a un warning, on a ce que ça retourne, on a des exemples avec les petits chevrons de tantôt. Donc, je vous dis pas de la foutaise. J'ai cliqué random, là, puis ça a prouvé mon point. Là. Donc, ça nous permet de, en même temps de faire quelque chose, de le documenter pour qu'on puisse le réutiliser facilement par la suite. Dernier sujet sur l'utilisation de fonctions, ça va être une conséquence d'utiliser des fonctions. Donc, on va commencer à parler du contexte d'exécution, puis du principe de la durée de vie des variables. Donc, la problématique qu'on a voulu régler, c'est que quand on a des fonctions, puis qu'à l'intérieur de la fonction, j'utilise une variable. Hein, je déclare une variable, je l'utilise. Qu'est-ce qui arrive si dans mon programme principal, par mégarde, j'utilise la même variable? Ça va aller mal. Hein, parce que ça se peut que je réécrive par-dessus, puis que si c'est pas moi qui ai fait la fonction, moi j'ai juste regardé les paramètres d'entrée. Hein? Comment je t'ai supposé savoir que tu avais d'autres variables que toi tu créais à l'intérieur qui voulaient dire autre chose. Donc, pour régler cette problématique-là, on a fait en sorte que Une 10 ou une X? sûrement. On a fait en sorte que quand j'exécute quelque chose, puis que je m'en vais travailler dans une fonction, ça crée un nouvel environnement au complet qui est distinct de l'environnement principal. OK? Donc, l'environnement, là, on appelle ça un contexte. Donc, on a le contexte global qui est comme toujours présent dans lequel on a toutes nos variables et qu'on peut faire n'importe quoi. Mais quand je fais l'appel d'une fonction, durant l'appel de la fonction, la variable qui est créée existe dans cette petite bulle-là. Puis, à la fin de la fonction, OK, le contexte, c'est ce qui arrive. Bien, c'est un peu comme un chalet. OK? Puis ce qui se passe au chalet. Fait que, effectivement, le contexte est détruit une fois que l'appel de la fonction, OK, se termine. Puis ça permet aussi de régler l'autre problème, de comme si tu l'appelles plein de fois, bien, il va juste recréer plein de fois ce petit contexte-là, réutiliser la variable qui va être une nouvelle version de la variable. Fait qu'en fait, quand on travaille avec des variables, le nom de la variable, c'est comme le prénom de quelqu'un. Il y a un deuxième nom de famille qui est le contexte auquel il appartient. Fait que ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il y a deux variables du même nom qui sont exactement la même variable. Il faut aussi qu'ils fassent partie du même contexte. Si on se donne un exemple. Donc, si je fais ça en ordre, je dis que x est égal à 100. J'exécute mon test de contexte. Je m'en viens ici, je dis que x est égal à 10. J'affiche x. Je reviens où c'est que j'étais. Je raffiche x. De faire 110 et 100. Exactement. Parce que ce x-là, c'est pas le même que ce x-là. Celui-là, c'est le x du contexte de test contexte. Puis celui-là, c'est le x du contexte global. Si tu avais fait un return, est-ce qu'il l'aurait comme gardé en mémoire ou non? Bien, si on avait fait un return,
la prémisse, c'est qu'il n'y a aucune différence initiale parce que le principe, c'est que ça va devenir 10. T'sais? Donc là, il faudrait que je fasse quelque chose avec ça si je voulais. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que j'avais dit tantôt que l'encapsulation, okay, c'était un des fondements de l'informatique moderne. Puis, voyons voir qu'est-ce qui arrive si on n'avait pas ce principe-là. Hein, si on n'avait pas le principe d'encapsulation puis de contexte, ça ferait en sorte qu'il faudrait savoir c'est quoi en tout temps les différentes variables qui sont comme appelées. Okay? Mais là, passons quelques secondes à penser à ça. Là. Parce que depuis le début de la session, la première fonction qu'on a vue, c'était quoi? Print. Hein? C'est anodin, print. Mais pensons à qu'est-ce que print est capable de faire. Okay? Fait que premièrement, print est capable d'avoir des séparateurs, print est capable d'avoir des expressions, print est capable de faire des sauts de ligne entre les différents éléments. Fait que déjà là, il faut qu'il gère tous ces éléments-là. Mais là, ça, c'est rien comparé à ce que print, il faut qu'il fasse vraiment. Parce que print, il faut qu'il aille afficher une information dans cette zone de texte-là. Là. Fait qu'il y a du code derrière qui te permet de te connecter à la partie d'affichage de la page, puis de dire, voici les caractères qui sont affichés dans cette partie de page-là. C'est des centaines, c'est des milliers de lignes de code. Là, où c'est que là, il faudrait que tu saches toutes les variables qui sont là-dedans au cas où que tu tombes dessus. Puis ça, c'est rien, là. Parce que de dire que ça, c'est dans un affichage d'un petit bloc, bien là, on est dans une page web, là. OK? Fait que dans la page web, il faut être capable de dire, bien, c'est à tel élément dans la page web qu'il faut aller faire les modifications parce que nous, on sait que cet élément-là dans la page web, c'est la partie d'affichage. Mais ça, c'est rien, là. Parce que la page web est dans un navigateur. Le navigateur, il est dans une fenêtre là, sur mon écran là, qu'il faut qu'il sache et où dans l'écran, et grand comment, c'est quoi la dimension de la fenêtre, c'est quoi les éléments, il faut qu'ils prennent combien de place. Puis ça, c'est rien pour de vrai, là. Parce que la fenêtre existe sur un écran qui a des pixels qu'il faut qu'ils soient allumés de différentes couleurs à différents moments, qu'il faut qu'ils soient rafraîchis. Fait que là, pour être capable d'utiliser print, il faudrait être capable de tout se souvenir, en fait, juste de tout savoir, qu'est-ce qui se passe derrière ces dizaines de milliers, voire ces centaines de milliers de lignes de code-là. Moi, personnellement, je suis bien content de juste être capable de marquer print X, puis de ne plus me poser la question. C'est ça le but de l'encapsulation. C'est que j'ai juste besoin d'avoir la définition de la chose. Je n'ai pas besoin de savoir l'implémentation. Puis, c'est le même principe quand tu travailles, tu mets des choses de manière abstraite, ce qui te permet de travailler sur des plus gros problèmes. Puis après ça, tu sais que ça a déjà été fait, okay? Puis que ça a déjà été réglé comme problématique. Parfait. Fait que juste par petit exercice, j'ai ici un exemple tordu, okay? Donc plus tordu que ce que je vous demanderais dans des évaluations, mais juste pour se demander, okay, qu'est-ce que ça va donner. On voit qu'à la fin, il y a un print. Fait que je me demande, à la fin, quand ça va dire les valeurs X, Y et Z sont, je me demande quel sera le résultat de cet élément-là. Je me suis rendu compte que je n'ai pas pris de l'eau dans ma bouteille d'eau, fait que vous avez jusqu'à temps que je revienne avec ma bouteille d'eau pour penser à cette question-là. Fait que on revient, puis on était rendu à regarder, puis en fait je retourne au tableau, je ne sais pas pourquoi je me suis rassis. On va aller regarder les principes de conversion de diagrammes de classe en diagramme d'entité-relation. Fait que si... On va faire ça comme ça, comme ça. Right. Fait qu'on s'était dit que... Fait que ça clôturait notre partie de programmation.
on retourne à notre partie de conception de base de données qu'on avait entamée la semaine passée. Hein, on s'était dit qu'on voulait créer des bases de données, puis il fallait se poser des questions sur comme c'est quoi qu'on va avoir comme table ultimement dans notre base de données, mais que pour être capable de faire ça le mieux possible, on s'était donné une série d'étapes qui nous demandait de faire un premier diagramme de classe, okay, qui était un diagramme conceptuel, qui nous permettait de juste nous attarder sur les problématiques, sur les idées qu'on veut représenter dans notre problème, sans avoir les limitations des bases de données elles-mêmes. Là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire notre première transformation. La semaine passée, c'était la semaine des idées. Okay? Là où c'est qu'il fallait décider des choses, puis il fallait comme prendre des actions sur « je veux représenter ça, je ne veux pas représenter ça », des grosses questions. Cette semaine, c'est vraiment juste, je prends qu'est-ce que j'ai, puis je le traduis, je fais une conversion pour que ça devienne ce qu'on appelle un diagramme d'entité-relation, en anglais, un Entity Relationship Diagram, ou un ERD, ou le ERD, là, si vous êtes plus anglophone que ça. Fait que ça va rester des boîtes puis des flèches, mais ça va prendre en considération les limitations puis les problématiques inhérentes à ultimement utiliser une base de données. Fait que ça va être un set de règles de OK, bien, qu'est-ce qu'on a fait, comment est-ce que je fais pour le traduire, puis quels éléments est-ce qu'il faut que je rajoute, que je modifie. OK, fait que c'est très, très juste technique. Puis une fois qu'on va avoir ces belles boîtes-là, on va avoir une dernière transformation à faire, qu'on va faire la semaine prochaine, pour être capable d'avoir les différentes commandes SQL qui vont nous permettre de faire la définition des données là, avec le langage de définition de données, puis des create tables qui vont nous permettre de générer notre base de données pour être capable d'ajouter des informations, pour être capable après ça de faire des selects, puis de vivre la pleine vie de base de données. Fait que là, on a le principe qu'on a un diagramme de classe. OK? Fait qu'on a des différentes classes. C'est que si on prend les exemples qu'on avait la semaine passée, là, on avait des classes, admettons, genre, on avait des professeurs, puis là, les professeurs avaient des cours, puis les cours, il y avait des étudiants. OK? Fait que, admettons que pour un cours, il y a juste un prof, mais ça se peut qu'un prof ait plusieurs cours, puis un cours a plusieurs étudiants, puis les étudiants ont plusieurs cours. Donc, après ça, on avait les différents attributs, là, où c'est qu'on avait, mettons, le matricule du cours, qui était un élément de programmation. Puis après ça, on avait, mettons, une cote ici, là, qui était... OK, qu'on avait différents attributs à l'intérieur. Fait que là, ici, la prémisse, c'est qu'on a ce diagramme de classe-là. Puis, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut être capable de le transformer en diagramme d'entité-relation. Fait que ça se fait en 3 étapes majeures, ce diagramme d'entité-relation-là. Le premier, ça va être de juste transformer les tables pour qui, à la place d'être des classes, okay, puisqu'on change de niveau, on a un tout nouveau vocabulaire. Fait qu'à la place d'être des classes, ça va être ce qu'on appelle des entités. Okay? Encore une fois, ultimement, ça va être des tables, mais ça va être des entités à ce niveau-là. La différence, fait que si, mettons, je refais ici, là, ça va quand même être un carré, okay, quand même avec le nom de la chose. C'est juste que, à la place d'avoir le type avec le nom de l'attribut reste pareil. Fait que, mettons, ici, j'avais un nom de prof. Ici, j'ai un nom. La prémisse, c'est qu'à la place d'utiliser un type générique de programmation,
je vais habituellement utiliser un type qui va être spécifique à la base de données que je vais ultimement utiliser. OK? Fait que, mettons ici, dans un chain des caractères, on aurait, mettons, un varchar. Quelque chose de même. Qui est un type de taille variable de nombre de caractères. T'sais. Fait que la première chose à faire, c'est tu repasses sur chacune. Ici, on a les cours, on a les étudiants. Tu repasses sur chacun, puis on a ici OK, puis mettons ici, on a une cote. Fait que là, il faut aller voir comme les types des possibles des bases de données. Habituellement, tu as des outils pour t'aider à être capable de faire ça. Puis d'être capable de gérer ça. Fait que ça, c'est comme notre première étape. Il y a certains éléments qui peuvent être dans nos diagrammes de classe qui vont avoir des impacts sur nos entités. Premièrement, si on avait une liste quelconque, donc on avait vu qu'on pouvait avoir des préalables, puis on avait dit qu'on pourrait en avoir on pourrait mettre étoile entre crochets, là, pour dire qu'il y avait possiblement de 0 à une infinité de préalables. Si on avait une liste, il faudrait sortir cette liste-là, puis que ça devienne une nouvelle table. OK? Où on va avoir la même information qu'il y avait dans la liste. Ou c'est que ça serait, mettons, le cours. Il va falloir voir la référence au cours référencé, avec une deuxième que c'est quoi le préalable. Est-ce qu'on mettrait la liste de tous les cours préalables pour celle-là? Exactement. Fait que si on le voit dans le futur, là, OK, puis la table elle ressemblerait à quoi, là? Ça serait une table de préalable. On aurait c'est quoi, là? Le cours de référence. Puis après ça, j'aurais le préalable. Fait que là, mettons, si j'avais INF 7280, qui n'est pas un vrai cours. Alors, mettons qu'il y avait 2 cours de préalable, j'y mettrais INF 5030. Puis si j'en avais un deuxième, bien là, il faudrait que je refasse une nouvelle ligne avec encore une fois le 7280, puis avec un deuxième préalable. Ma question, c'est est-ce que dans cette entité-là, on écrit tous les préalables ou on fait juste dire qu'il peut en avoir une multitude? On dit juste c'est quoi les types d'informations. Hein? Donc, encore une fois, on n'est pas encore à travailler avec les données. On est en train de travailler sur le schéma, sur la description de qu'est-ce que les données vont être. Fait que ça, c'est la première chose qui peut arriver. On avait vu aussi qu'il y avait différentes propriétés possibles, là, unique, order, des choses comme ça. Les propriétés des entités, il y en a moins. Il y en a 2 de possibles. C'est soit unique ou soit nullable. OK? Fait que si la propriété est unique, c'est qu'elle va juste exister une fois dans la liste. Puis si la propriété est nullable, c'est un indicatif que ça se peut qu'il n'y en ait aucun dans cette colonne-là. OK? Donc, habituellement, tu vas avoir des indicateurs après avec juste un U pour unique, puis N pour nullable. Un étudiant, des fois, ça n'a pas besoin de cote. Et voilà, il n'y a pas encore de cours. Fait que, on a ces options-là de caractéristiques qu'on peut comme dériver de notre problématique pour que ça fit avec ce qu'on va avoir de possible dans nos bases de données. Ça, c'est bon. Enfin, j'ai comme
c'est notre premier ici, ça va bien. Deuxième étape, ça va être le principe d'identifier ou d'ajouter une clé primaire, puis des clés naturelles à partir de clés naturelles ou artificielles. Fait que la prémisse, c'est que la première chose que je veux faire, c'est je veux identifier est-ce qu'il y a un de mes attributs, qui va être une de mes colonnes finales, qui est une information qui va permettre d'identifier de manière unique chacune de mes informations, chacune de mes lignes finales. Comme, mettons, ici dans mes cours, ben, si, mettons, c'est juste des descriptifs de cours, hein, ben, le matricule, il ne devrait pas avoir 2 INF 5111 avec des définitions différentes. Là, ça serait weird. Fait que je peux dire, OK, ben, celle-là, ici, là, ça sonne comme être une clé qui est naturelle. Merci. Puis, ça va devenir ma clé primaire. Fait que, habituellement, dans le diagramme, tu peux identifier, OK, avec un gentil PK ou différents autres symboles, une clé quelconque, là, c'est habituellement la représentation de clé primaire. Fait que quand elle est déjà là, tout va bien, ça devient la clé primaire, pas de trouble. Si elle n'est pas là, puis qu'il n'y a rien qui me permet de facilement identifier chacun des instances des informations, bien là, ça va être à moi de créer un nouvel attribut qui va devenir la clé primaire. Donc ça, c'est quand on parle de clé artificielle, hein, parce que je l'ajoute. Il n'y avait pas rien, puis moi, j'ajoute ça de mon derrière. Fait que maintenant ici, les profs n'ont pas de matricule. Fait que je décide, dans ma problématique initiale, fait que là, je décide, ben il va falloir qu'il y ait un ID quelconque qui va être un number, puis ça va être ma clé primaire. Donc, issu de la liste. Pour celui-là ici? C'est ça. Ceux-là, ça va être habituellement une clé primaire combinée, hein, où on va avoir les deux ensemble qui vont être la clé primaire. Donc, tu ne pourrais pas écrire deux fois INF 7280 puis INF 5030 deux fois dans la liste. Ça ne ferait pas de sens. Hein? Fait que la paire d'informations est l'information qui permet que ça dit que c'est unique. Ah ben, je vois déjà qu'il y a la clé de référencé. Donc, ben, ici, on va voir que ces éléments-là vont être en même temps une référence puis en même temps la clé primaire. Exact. Fait que ça, bon, on revient. J'ai jasé avec ça quand on va parler des associations. On a donc... oh, là, ça commence à tousser. On a, pour chacune des entités, il faut avoir une clé primaire. Donc, soit que tu en identifies une. Si tu n'es pas capable d'en identifier une, tu vas juste en mettre une artificielle. Aussi, il faut faire attention, quand on fait des bases de données, le but des clés primaires, c'est d'être capable de trier facilement puis d'être capable de comme, parcourir les éléments. Fait que si tu as une clé primaire naturelle, mais qui est complexe, comme si, admettons, c'est un varchar, okay, de taille variable ou quelque chose qui est vraiment une combinaison de 4-5 informations, peut-être tu es juste mieux d'utiliser une clé primaire juste par efficacité. Okay? Donc, tu apprends quand tu peux, mais d'avoir des clés artificielles, c'est ça qui va arriver la majorité du temps. Troisième étape, ça va être le principe de transformation des associations. Fait que, on avait beaucoup parlé de la multiplicité, hein, quand on a parlé des diagrammes de classe. On a parlé qu'on avait de 0 à 1 étoile, puis là, tu peux dire de 2 à 5, puis tu peux dire plein de choses. Les bases de données, c'est pas capable de faire ça pantoute. C'est juste capable de faire 1 à 1 ou de 1 à plusieurs, ou de ne pas l'avoir. Fait que c'est de 0 à 1 ou de 0 à plusieurs, de ne pas avoir de lien.
Fait qu'il n'est pas capable de dealer du tout avec d'autres variantes. Fait que ça veut dire que même si tu as fait les plus beaux diagrammes de classe, il va y avoir des transformations ou des coupures structurelles qui vont arriver. Fait que on va regarder le plus simple, puis après ça, on va regarder les plus complexes. Fait que quand on a le 1 à 1 ou le 1 à étoile, le principe, c'est que où c'est qu'il y a un 1, il n'y aura pas de nouvelle information. Mais de l'autre bord du 1, il va y avoir une information pour faire référence à l'autre. OK? Fait que la prémisse ici, c'est que le cours va savoir c'est qui est le prof, mais le prof n'aura pas d'informations additionnelles pour savoir c'est qui est le cours. Ultimement, ça ne nous dérange pas, ça, parce que nous, on sait, avec toutes nos connaissances du select, qu'on peut faire des jointures puis recombiner ces informations-là de manière triviale. Fait que quand on a une information d'un 1 d'un bord, de l'autre bord du 1, cette information-là va avoir une nouvelle référence qui va être ajoutée. Fait que ça veut dire ici qu'on va avoir un nouvel attribut qui apparaît, qui va être une clé étrangère, une foreign key, qui va me permettre de faire référence à cette information. Donc, on rajoute ici l'attribut. Donc, qu'est-ce qui était différent quand on travaillait dans le diagramme de classe, c'est qu'on disait, on fait juste mettre l'association, tu sais, tout va être beau, là. Mais là, on est dans la réalité il va falloir que ce soit une colonne dans la base de données. Fait que là, il faut aller mettre l'information disponible dans l'entité. Pour que quand on va faire notre create table, il va falloir l'écrire. Fait que faut le rajouter. Fait que la prémisse, c'est que si d'un bord c'est 1, puis que l'autre bord c'était de 1 à 5, ou de 0 à 10, ou de 3 à 7, ça fait toute la même chose. C'est étoile pour une base de données. Il n'y a pas de restriction directe pour être capable de représenter des multiplicités qui sont complexes. Mais là, on a un deuxième problème, où c'est que on a des fois des relations qui sont étoile-étoile. Un cours peut avoir plusieurs étudiants, les étudiants peuvent avoir plusieurs cours. Fait que là, il n'y a pas de 1 de aucun bord. Je fais quoi avec ça? Fait que dans ce cas-là, il faut être capable, il faut construire une nouvelle table. Oh, je sens que le volume va diminuer un petit peu. Une nouvelle table qui va être une table intermédiaire entre les deux. Donc, je pense même qu'on avait discuté la semaine passée, là. Donc, c'est là qu'on tombe avec la réalité des bases de données. Si je veux avoir quelque chose qui va parler de qui c'est qui a des cours, puis les étudiants ils ont des cours, puis dans quel les cours ils ont quel étudiant, et il va falloir que j'aille une table intermédiaire qui va être juste des références vers chacun. Fait que lui, ce qu'il va avoir comme colonne, ben ça va être exactement ce que je viens d'avoir ici. Là. Hein? Fait que je vais avoir la primary key du matricule, puis je vais avoir la primary key, lui aussi il va avoir un ID quelconque. Puis là, le principe, c'est que les deux ensemble vont être des clés étrangères de chaque bord. Je sais pas pourquoi j'ai fait pas ce carré, mais ça me tentait. Puis, en même temps, le mix des deux va être la clé primaire de cette table-là.
que les deux ensemble vont être la clé primaire de la table. Fait que là, si on revient à de quoi ça va ressembler. Matricule du cours, puis ID étudiant. Fait que là, le principe, c'est que si j'ai un INF 5111, puis là que j'ai un premier étudiant qui est BEJM0418, puis que là j'ai un autre étudiant en cours, ben ça va être une autre fois INF 5111, DAUX 4020. Puis là, ben, si cet étudiant-là il a pris un autre cours, ATO 1218, ben, ça va être DAUX 4020. Donc, d'un bord, on a comme chaque étudiant me dit tous les cours qu'il y a eu. Puis d'un bord, ben, on me dit chacun des cours, c'est quoi leur liste d'étudiants. Puis on jase d'un étudiant qui, pour X raison, il annule un cours, il l'a fait, ben, là, 2 fois, là, ton. Fait que là, ici, ça, c'est une défaillance de la conception. Du diagramme de classe. Exact. Puis là, c'est là qu'on pourrait dire, OK, en fin de compte, un élément intéressant aussi, c'est quand j'ai une classe d'association. Hein, parce que justement, si on dit les cours, c'est des sigles, les étudiants, c'est un étudiant qui est inscrit, mais moi, je veux représenter comme l'inscription. Autant de 2022. Exact. C'est que j'aurai la session. Bien là, ici, cette information-là, puis en fait, cette table-là, devient ma table intermédiaire automatiquement. OK. Puis les informations que j'avais là-dedans viennent s'ajouter comme attribut. Hein, fait que ça me permettrait d'avoir session ici. Ce qui viendrait régler mon problème. Que deviennent les rôles? Que quoi? Que deviennent les rôles dans le diagramme de classe? Disparaissent. C'est sûrement pour compréhension. Il y a beaucoup de choses du diagramme de classe qui font juste, comme on parlait de composition ou d'agrégation. On parlait de... Attends, là, j'avais d'autres choses en tête. Non, j'ai perdu. Non, parce que si on prend personne dans le TP, on prend personne, puis on a des agrégations de joueurs d'une personne, OK? Fait que ça c'est un autre élément. Dans les associations, il y a les généralisations. OK? Puis, dans les généralisations, tiens, mettons ici, donc, cette affaire-là. Prof étudiant, c'est des personnes. Exact. La généralisation. Donc, dans ce cas-là, il y a différentes manières de faire les transitions, mais les problématiques que nous, on va voir, ils ne vont pas s'attaquer à ce genre d'éléments-là. Mais si on les regarde, les choses qu'on peut faire, c'est, admettons, ils ont toute une adresse. Okay. Hein? Tu as raison, je ne suis pas capable de faire les flèches. Donc, les deux ont des adresses. Fait que différentes manières de régler cette association-là. On peut, premièrement, juste disperser l'information. Fait que je pourrais briser comme la généralisation, puis juste prendre la colonne, puis juste venir la distribuer dans chacune.
OK, ça serait C'est quoi l'importance alors de faire... ben, parce que ici, la prémisse aussi, c'est qu'on prend des décisions. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'une... Si on a déjà 50 tables, d'en rajouter 14 parce qu'on a 4 régionalisations, on est comme peut-être qu'on veut juste... S'il y a juste une affaire là-dedans, c'est pas grave d'avoir juste une colonne de plus à 2 places. On peut aussi avoir la table de personnes où on va avoir les différents attributs à l'intérieur. Puis là, des différentes tables vont avoir une association un à un avec celle-là. Fait que elle va avoir le ID de la personne. Lui il va avoir aussi le ID qui va être sa primary key. L'ID de la personne va être une clé étrangère. Puis il va venir faire un lien. Même chose pour Fait que si on a une grosse table de généralisation, puis que ça vaut la peine de tout gérer ça, ça nous permet de faire ça. Aussi, là, ça nous permet de mieux représenter une personne qui est en même temps un prof puis un étudiant. Parce qu'on aurait juste une entrée dans personne. Est-ce qu'il faudrait, au moment de la conception aussi, dans la considération, les niveaux d'accès, moi, je veux que tout le monde ait accès aux informations étudiantes, mais sur les profs, c'est juste la management, genre. Est-ce que ça serait au niveau de la conception ou on pourrait... Est-ce que de la sécurité... Oh, ouais, non, je comprends. Mais si tu as une table, tu peux gérer les accès comme ça? Ah, ben, Pas gérer, mais tu peux identifier les accès. oui, c'est ça. Mais la question, c'est est-ce qu'on prend cette décision-là au niveau des classes ou au niveau plus bas? Exact. Je pense qu'il va falloir que ce soit plus bas parce qu'il y a tellement de transformations possibles que ça a beaucoup d'implications. Okay. C'est comme si je dis j'ai juste accès à cours et à inscription, mais pas aux étudiants, pour des mesures de privilèges, vie privée. Comme moi, mais là, étudiant, il y a comme des noms d'étudiants déjà là. Fait que c'est comme est-ce que tu as le droit quand même? Qu'est-ce qui arrive? Il y a des plus grosses questions à se poser. Fait que ça serait plus à la dernière étape qu'il faudrait décider de ça. Mais bonne observation. C'est pas mal ça. C'est une conversion, une traduction des éléments. Je pense que ça va être ça pour cette semaine. Ce qui vous allez avoir en atelier, ça va être en fait une présentation d'un outil qui nous permet de travailler avec ça. Okay, donc, si vous voulez le voir d'avant, je vais mettre un lien sur le site juste avant de partir. Là. Ça s'appelle Visual Paradigm, qui nous permet de créer ces genres de schémas-là, autant les diagrammes de classe que les diagrammes d'entité-relation. Okay, fait que ça nous permet de les créer, puis de voir, puis de s'assurer que tout est correct. C'est une démonstration qui va nous manquer aujourd'hui, mais que je vais demander aux personnes d'atelier de faire. Mon Dieu, je pense que je suis vraiment sur le bord. C'est ça. Merci. Bonne soirée à tous. Ouais, ben ça, c'est une présentation de l'outil qui restait pour la troisième partie.